Ce soir, on va essayer de parler un peu CTI, pas tant dans la partie théorique, mais plus l'idée c'est de partager un peu ce qu'on fait et ce qu'on aimerait faire autour de ce sujet. Hop. Du coup, très rapidement, je ne vais pas vous noyer sous les slides qui expliquent ce que c'est que la CTI. Et ça va aussi être intéressant parce qu'on va faire un peu le lien avec ça va être de l'écho, avec la table ronde de tout à l'heure autour de l'analyse de la menace et des simulations. Du coup, le but de la CTI, globalement, c'est de connaître son ennemi, de connaître ses motivations et de connaître également les moyens dont il dispose pour nous attaquer. Et notre but à nous, dans la Blue Team, et puis globalement dans l'équipe sécurité, c'est d'essayer de faire au mieux pour faire face à ces attaquants et à cette menace. Globalement, en termes de CTI, ça c'est l'état de l'art, c'est pas moi qui le dis, c'est décrit par plein de gens, dont des gens demandent gens, etc. Donc des gens vachement plus intelligents que moi. Il y a trois levels, donc globalement la CTI stratégique, où là globalement ça s'adresse plutôt au COMEX. Donc si on refait aussi le parallèle avec ce qui s'est dit tout à l'heure durant la table ronde, c'est vraiment pour avoir une vision assez haut niveau et exposer ça au chef, et pour qu'il puisse avoir les bonnes décisions et prendre et donner globalement du budget pour pouvoir protéger le système d'information. Il y a le niveau opérationnel, donc là c'est vraiment plutôt le niveau sur lequel nous on travaille. Donc ça va être globalement c'est les rapports de CTI, les choses comme ça, où dedans on va avoir les modes opératoires qui vont détailler des attaquants. Là on parlait beaucoup des attaques par ransomware. Globalement, comment ils sont rentrés, comment ils sont latéralisés, comment ils ont levé leurs privilèges, comment ils ont déclenché l'attaque, etc. Donc toutes ces techniques, les fameux TTP, sont bien décrits, et pour nous c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on va essayer de détecter, ce qu'on va essayer aussi de simuler, mais on en parlera un petit peu après, pour pouvoir être sûr d'être en tout cas le plus efficace face à ce type de menace. Et enfin, il y a le niveau tactique. Et globalement, là, c'est vraiment globalement ce qu'on appelle les IOC, donc des hash, des noms de domaine, des adresses IP, ce genre de choses. Et ça, le but du jeu, c'est plutôt de les donner en source à nos outils de détection ou nos outils de réponse pour pouvoir bloquer typiquement un hash malveillant ou une adresse IP ou des choses comme ça. En termes d'équipement, en termes d'outillage, globalement, la CTI, c'est vrai que c'est aussi un sujet un petit peu à la mode. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont mis sur le marché. Et donc, ces éditeurs vont proposer d'une part des feeds. Donc, des feeds, c'est vraiment des sources typiquement d'IOC avec des hash, des IP, des noms de domaine connus pour être liés à des attaquants et également contextualisés. Ça, c'est vraiment très important. En lien avec des rapports également sur les menaces. Et toutes ces informations-là sont agrégées dans une plateforme de CTI qui est généralement produite par des éditeurs. En général, ces éditeurs proposent aussi des solutions de sécurité, typiquement des EDR, XDR, etc. Et donc, en fait, on a vraiment cette cross-détection avec leurs feeds de détection qui vont alimenter leurs outils et la plateforme qui permet de pouvoir pivoter dessus, d'avoir des informations sur les attaquants. Donc là, c'est vraiment le côté éditeur, donc ça, évidemment, c'est payant. Et de l'autre côté, en open source, il y a des outils qui s'appellent typiquement MISP, OpenCTI, qui est pas mal mis en avant par l'ANSSI, et Yeti, qui est un outil aussi qui a été développé par des gens de la commu cyber française, qui est pas mal, mais qui est vraiment très orienté, très opérationnel. Donc voilà. Ces outils, ils arrivent sans feed, donc c'est-à-dire sans flux d'informations, sans flux d'intelligence. Et on peut vraiment les voir comme une espèce de base de données d'IOC, avec aussi des capacités en plus. Pour ce qui est des feeds open source, il y en a pas mal. Le problème des feeds open source, c'est déjà la contextualisation qui peut être manquante, et également la fraîcheur de la donnée. Typiquement, si vous avez un attaquant qui vous attaque aujourd'hui et que vous avez l'information dans un mois, ça ne sert plus à grand-chose de mettre de la détection de temps réel là-dessus. Mais ça peut être intéressant pour du rétro-hunt. On en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, le sujet de la durée de vie des IOC, de gérer leur érosion, c'est un vrai gros problème à adresser quand on veut faire de la détection de temps réel avec ça. Chez VP, qu'est-ce qu'on utilise? Donc nous, en production, on a un MISP qui nous sert justement à agréger des flux de feeds publics. Donc les flux de l'ANSSI, Malware Bazar, etc. Donc pas mal de flux de feeds publics. On a également des feeds internes qui sont notamment liés à tous les incidents qu'on peut traiter. Alors imaginons aujourd'hui, on a un malspam, on va récupérer tous les IOC liés à ce malspam, on va les mettre dans notre outil de gestion des incidents et ça va remonter dans notre MISP pour pouvoir justement alimenter notre base de détection. Et ça va être également, ça va permettre d'alimenter nos outils, typiquement le SIEM et
on aimerait à terme pouvoir alimenter aussi nos outils de réponse, typiquement firewall, EDR, etc. On a un petit sujet aussi où on partage des feeds avec d'autres entreprises. Typiquement, Zakaria là, donc on peut en parler. On a appairé nos MISP et donc on échange les IOC en temps réel avec Le Bon Coin. Et donc ça, c'est vraiment important et on y reviendra après parce qu'on a les IOC en temps réel de Le Bon Coin et nous, on leur pousse les nôtres également en temps réel. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça donne une vraie valeur ajoutée à l'IOC et ils sont contextualisés. On détaillera un petit peu ça un peu plus tard. On est également en train de tester OpenCTI. Globalement, ça fait la même chose que MISP, mais ce qu'on recherche réellement avec OpenCTI, c'est aussi de l'agrégat de rapports, parce que on va le voir, on aimerait un peu plus pérenniser le travail justement d'investigation sur la CTI réalisé par l'équipe bleue. Et l'idée, c'est de pouvoir agréger tous les rapports dans un outil. Pour d'ailleurs, pardon, je suis peut-être devant l'écran, je gêne. Et du coup, de pouvoir arriver à mettre des KPI en fait, sur ce travail autour de la CTI qui pour l'instant n'est pas forcément palpable par nos chefs. Et donc du coup, c'est difficile de vendre la sécurité. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Et comment est-ce qu'on arrive à montrer qu'au niveau du SOC, on fait notre travail? Aujourd'hui, il n'y a pas d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'on les a détectés. Ça veut juste dire qu'on n'a peut-être pas été attaqué aujourd'hui ou qu'on n'a rien vu. Donc comment est-ce qu'on arrive à fournir des KPI justement sur notre travail? C'est un vrai challenge. Et typiquement, voilà, de pouvoir dire on a vu X rapports, on les a traités, on les a analysés, on a pu produire des règles, on a pu mettre en place des mécanismes. Ça peut être une vraie valeur ajoutée pour nous, pour montrer qu'on fait notre taf. Le gros sujet qu'on a justement avec MISP et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ce partage d'IOC avec des partenaires. Donc aujourd'hui, on ne le fait vraiment qu'avec Le Bon Coin. Parce que nous, on a un MISP qui est exposé sur Internet. Le Bon Coin pas. Et en fait, eux, ils viennent tirer nos IOC et ils nous poussent les leurs au passage. Et l'intérêt pour nous, c'est qu'on a vraiment une contextualisation. Donc on le voit avec les tags, on le voit également aussi avec les informations qu'on peut s'échanger. Donc là, typiquement, je vous ai mis des screens qu'on partage dans le Slack de C4Scale. Avant d'être sur C4Scale, on le faisait en direct avec Le Bon Coin. Mais l'idée, c'est que il n'y a pas longtemps, les collègues de Le Bon Coin nous ont partagé des IOC d'une attaque qu'ils avaient vue. On a eu les IOC, on a échangé sur Slack sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez, un peu de contexte. Et ça, pour nous, c'est une vraie valeur parce qu'on sait exactement quoi rechercher, comment et par où ça peut passer. Et derrière, nous aussi, si on a nos observations, on leur renvoie et on s'enrichit mutuellement. En fait, on fait une sorte d'intercert un peu officieux globalement. C'est ça le sujet. Et je sais qu'Antonin en a pas mal parlé, mais on est clairement open pour partager avec d'autres gens dans la salle. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter un petit peu les use cases qu'on a autour de la CTI chez VP, des trucs les plus simples, basiques, aux choses un peu plus avancées qu'on peut faire. Et après, on parlera également de ce qu'on aimerait mettre en place. Alors, dans les trucs vraiment simples, là, j'ai appelé ce slide Auto CTI, mais globalement, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une source d'informations, nos logs, parce qu'on a des choses qui sont exposées sur Internet, où on va voir passer plein d'attaquants, plein de bruit, et ce bruit, ça peut être pertinent. Donc là, dans l'exemple que je vous ai mis en place, que je vous ai montré, globalement, ici, là, vous avez des logs de notre front, et dans les logs du front, on voit pas mal de bots. Typiquement, là, c'est du botnet, c'est du dérivé de Mirai, et voilà, ils ont essayé plein de choses pour pouvoir faire exécuter, poser du payload, l'exécuter. Bon, ça passe pas, fort heureusement, mais dans l'idée, c'est de se dire, imaginons que j'ai un autre asset que je ne connais pas ailleurs dans mon SI qui va taper cette URL. Et ça serait intéressant d'avoir l'information que cette URL, elle pointe vers un payload et que c'est potentiellement une variante de Mirai et donc de pouvoir le détecter. Donc, en gros, ce qu'on fait, et donc là, on le fait avec N8N typiquement, c'est que toutes les, de mémoire, c'est 15 minutes, on va exécuter une query sur le front pour aller récupérer ces logs-là, extraire ce qui nous intéresse, pousser tout ça dans un bon contexte MISP pour pouvoir derrière le partager avec Le Bon Coin typiquement, mais également nous alimenter notre SIEM et demain en fait faire une espèce de CrowdSec à la mode VP où typiquement on a, là je vous ai mis ces trucs là, mais on a aussi les scrappers, on a également tous les robots qui vont faire du scan, on va avoir également les LFI, les SQLI, tous ces trucs là qu'on peut voir sur le front. Et on a également, parce qu'on a un ADFS qui est exposé, on va voir aussi tous les brute force, tout le credential stuffing, etc. Et donc ça, pour nous, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, on a un ADFS qui est exposé. Donc forcément, on a des IP publics, des gens qui vont tenter de le bourriner. Et comment, sur une IP qui va tester 1000 mots de passe, 1 million de mots de passe,
je vais pouvoir faire quelque chose parce que on peut pas bloquer cette IP, on peut pas la bannir comme ça. L'idée pour nous, c'est de se dire, ok, cette IP, elle m'agresse actuellement, elle tente de faire du cred stuffing, et derrière, je sais que cette IP, elle est agressive, je la mets dans mon MISP, et derrière, j'ai une règle de détection qui va dire si une des IP que je vois comme étant agressive a réussi une autente avec succès, potentiellement, je me suis fait compromettre. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'enrichir notre CTI avec notre contexte de log et notre contexte d'attaque. Et donc tout ça, on le fait automatique parce que c'est simple, c'est des logs à parser et juste à alimenter notre MISP. Et donc c'est fait via NBTN. Dans les choses beaucoup plus classiques qu'on va retrouver dans n'importe quel SOC de France et de Navarre, c'est la détection sur IOC. Donc là, en fait, en général, il y a deux écoles. Perso, avant, moi, je travaillais chez un MSSP et on utilisait beaucoup Splunk. Et dans Splunk, globalement, la méthode, c'est quoi? C'est j'ai une espèce de base de données d'IOC. J'ai mes bases de données avec mes logs et toutes les X minutes, je vais faire du compute ou je vais faire une sorte de jointure en fait, entre mes deux bases, quoi. Donc ça fonctionne. Splunk fait comme ça. Elastic, quand on a la version security, fait comme ça aussi. Et probablement plein d'autres solutions. L'inconvénient de cela, c'est qu'on n'a pas le temps réel, même si c'est toutes les 15 minutes. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça génère beaucoup de compute au niveau de la base de données. Nous, on a pris le problème un petit peu différemment. En fait, globalement, comme on le disait, notre base d'IOC, c'est MISP, que ce soit pour les IOC qui viennent des feeds external, de ceux de Le Bon Coin ou de ceux de nos incidents. Et du coup, par API, on va récupérer tous ces IOC et on va les charger dans un même cache. Ça nous permet également de gérer l'érosion, parce que typiquement, ce qu'on va pouvoir faire depuis Memcache, c'est se dire, par requête API, je vais aller requêter toutes les X secondes, toutes les X minutes ma base MISP, et prendre que les IOC des 7 derniers jours, des 24 dernières heures en fonction des IOC. Et donc du coup, si l'IOC ne revient plus, globalement, il a été shooté naturellement. On a également une petite API qu'on a codée nous pour pouvoir le piloter si jamais on récupère le hash de MSI exe, comme ça arrive souvent, et qui va nous polluer pour pouvoir le shooter rapidement. Ou alors, à l'inverse, en rajouter un directement en détection en temps réel. Donc là, on a notre cache globalement qui va être chargé avec nos IOC qu'on veut mettre en mode détection. Et derrière, voilà, on a tous nos logs qui arrivent au niveau des logstash. Et au niveau des logstash, à chaque fois qu'on voit passer un hash, une IP, un domaine, etc., on va aller interroger Memcache. Si l'IOC est connu, on rajoute juste un tag dans le log. Donc en fait, on fait vraiment de l'enrichissement de log. Ça arrive dans notre élastique. Et là, nous, on a juste une règle qui tourne et qui dit, voilà, est-ce que dans le tag IOC, j'ai true ou false, quoi. Et donc globalement, après, ça nous fait une alerte. Notre alerte va nous alimenter. On va avoir une notif Slack, un incident en Zive, etc., etc. On a également la possibilité de faire l'inverse, c'est-à-dire que si on récupère des feeds, pour le coup, pas les feeds publics, mais on récupère un event MISP de Le Bon Coin, on se dit, ça, pour le coup, c'est de l'IOC temps réel, vraiment frais, ça mérite qu'on se penche dessus. Et on va se générer un incident dans The Hive, et directement depuis l'incident, les IOC vont être populés. Et donc, du coup, via The Hive Cortex, on a la possibilité directement de lancer un rétro-hunt sur ces IOC sur une profondeur de 15 jours. Et donc, la boucle est bouclée, et on peut vraiment faire tout ça. Si vraiment on veut faire un truc manuel, par exemple, je sais pas, on a lu le dernier rapport à la mode, je sais pas, sur n'importe quelle menace du moment, on va se créer un case manuellement dedans, on va importer nos IOC et on va faire la même logique. Et du coup, voilà, même principe, on a la détection temps réel. Alors on va pas se mentir, la détection temps réel sur les feeds publics, ça n'a jamais donné, en tout cas depuis que je suis chez VP, ça n'a jamais permis de détecter quoi que ce soit, parce que toujours pareil, ce problème de fraîcheur, etc. Ça reste un best practice, mais voilà. En tout cas, ce qui nous semble important, c'est d'avoir mis en place tout cet outillage-là, parce que derrière, quelle que soit la source, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre rapidement. Maintenant, pour nous, ce qui va vraiment de la vraie valeur, c'est l'échange avec les partenaires, parce que, comme on le disait, on a vraiment le côté un peu plus temps réel de l'attaque, et également la rétroaction avec nos incidents, parce que derrière, on va pouvoir se dire, ok, on a vu cet IOC aujourd'hui sur une machine, et potentiellement, il y a d'autres machines qui ont vu le mal spam, etc. Et donc, on va vraiment pouvoir boucler directement à ce niveau-là et rapidement. Et le dernier cas qu'on a en place, qui va rejoindre un petit peu la CTI et surtout la discussion qu'il y avait autour de la table ronde, autour de la simulation des attaques, c'est vraiment le côté analyse de risque et simulation d'attaque. Typiquement, dans l'équipe SOC, aujourd'hui, on est 3.
Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Zakaria tout à l'heure, pour que ce soit un peu fair, globalement, on essaye de tourner. En fait, on a une semaine où on va faire le SOC N1, N2, N3, hein, le triage, etc., la réponse aux utilisateurs, qui est le côté on va dire, le moins sympa du job, parce que c'est assez rébarbatif, parce que voilà. Une semaine où on va tourner à faire les projets un peu de fond, le build, travailler avec les pentesters, enfin voilà, les sujets un peu plus de fond. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de mettre en place moi. Une semaine où on va vraiment faire de la CTI, entre guillemets, où on va analyser des rapports d'attaque, on va essayer de les resimuler, on va vérifier que nos mécanismes de détection sont en place, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de garder un petit peu ce mode de fonctionnement et de partager après ces connaissances. Donc, globalement, comment on travaille avec ça? On va prendre des rapports de CTI. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore fait assez manuellement, hein, donc on les regarde manuellement, c'est pour ça qu'on s'intéresse à OpenCTI. Et donc on va prendre les rapports qui sortent de n'importe quelle menace, on va les analyser, et derrière on va faire plusieurs choses. Déjà on va en déduire les différentes TTP comme on le disait, et en fonction de ces TTP, nous chez VP, mais je pense comme beaucoup d'autres, une des grosses menaces c'est le ransomware. Donc comment se passent les attaques par ransomware? Enfin, c'est un peu toujours la même chose, mais globalement, on analyse quand même les rapports, et ça va permettre d'alimenter derrière la partie analyse de risque, parce qu'on va avoir une meilleure connaissance de la threat, et donc le risque étant égal aux vulnérabilités fois l'impact fois la threat, vu qu'on a bien qualifié la threat, on peut avoir déjà un meilleur scoring du risque. À partir de là aussi, ça va nous aider aussi à grapher nos attaques passes. On connaît notre réseau, on connaît nos faiblesses, on sait ce que font les attaquants pour pawn, et donc du coup, on va pouvoir se dire, ah ok, si on met en adéquation les deux, là on a vraiment des points de vulnérabilité, parce que par rapport à ce que fait l'attaquant, sur ce point-là, nous, on n'est pas super au point, quoi. Et donc ça alimente les rapports qui sont donnés après à nos chefs, hein, pour soit avoir du budget, soit pour pouvoir se dire, on priorise la défense de ce côté-là. De notre côté à nous, forcément, comme on le disait tout à l'heure, on va aussi récupérer un peu des AOC si on veut faire un peu de retro-hunt. Mais la partie la plus intéressante, ça va être la partie TTP, où globalement, ce qu'on va essayer de se dire, c'est dans ce rapport-là, on a vu une attaque, on a vu des mécanismes d'attaque qui sont assez différents de ce qu'on pouvait voir habituellement. Et essayons de les reproduire, essayons de voir comment ça se comporte chez nous, et essayons de voir si on est en capacité de le détecter. Et si c'est pas le cas, améliorons nos mécanismes de défense, ou réfléchissons à comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose pour essayer de faire face à cette nouvelle menace. Donc là, je vous ai mis Caldera parce que c'est un outil open source qui permet de faire ce genre de choses. C'est assez fake dans la réalité. Caldera, on l'a poké. Voilà. Vous pourrez discuter avec Yannick et Coraline qui ont pas mal poncé l'outil. Mais en vrai, cette partie simulation, elle est quand même très manuelle aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'est clairement fait. Donc on essaie de récupérer vraiment ces informations-là de tous ces rapports, parce que pour nous, comme on le disait, pour rejoindre aussi un peu ce qu'il disait pour la table ronde, c'est vrai que les pentests, quand on fait appel à une presta de pentest, c'est toujours intéressant parce que ça va nous donner une image à un instant T avec toutes les vulnérabilités de notre SI, mais c'est jamais vraiment révélateur de ce qu'on voit dans une attaque par compro, typiquement par les attaques par ransomware, où l'attaquant va rentrer, que ce soit parce qu'il a fait du cred reuse qu'il a eu par un stealer, parce qu'il y a de l'IAB, ou etc. Et puis derrière, il va m'auto-occulter le réseau jusqu'à balancer son ransomware. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux approches, elles sont complémentaires, hein, mais pour nous, vraiment de connaître un petit peu les techniques qui sont vraiment utilisées par l'attaquant, savoir cette information-là et de pouvoir essayer de les resimuler chez nous et de voir est-ce que ça hit ou pas, c'est vraiment intéressant. Du coup, on va parler un petit peu plus des projets qu'on voudrait mettre en place. Dans la partie AutoCTI, donc vraiment sur la partie recherche automatique dans les logs de patterns d'attaque pour extraire de l'IOC, on va essayer de rajouter d'autres queries pour essayer de toujours enrichir un peu plus nos feeds. Mais ce qu'on aimerait surtout faire, c'est ce qu'on disait, ça serait de pouvoir avoir une approche un peu proactive sur le blocage, sur nos fronts, sur nos proxys. Là, on est en train d'intégrer un projet EDR chez nous, et donc dans l'idée, ça serait de pouvoir se dire, nos feeds, nos IOC, dont on est à peu près sûr de la qualité, on peut les utiliser pour faire du bloc préventif. Donc voilà, donc en gros, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple CrowdSec-like. Maintenant, si demain VP achète CrowdSec, on arrête tout, il n'y a pas de problème. Et on poussera nos IOC dans CrowdSec. Sur la partie détection-réponse,
Bah, l'idée, voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait présenter ce sujet-là ce soir. C'est l'occasion de parler à la commu et Catscale. Et clairement, si demain vous vous dites on aimerait appairer un MISP avec nous ou n'importe quelle autre solution de TI qui parle les protos standards pour faire de l'échange de feeds, on est carrément preneur. En tout cas, je pense que vous pouvez en discuter avec Antonin. Là-dessus, on est vraiment ouvert sur le sujet. Et comme on le disait tout à l'heure, l'idée, ça serait aussi de pairer, nous, notre MISP demain avec notre DR qu'on est en train de déployer. Pour la partie simulation d'attaque et Cyberwatch, donc l'idée, ça serait vraiment de pouvoir avoir, comme on le disait tout à l'heure, hein, cette récupération automatique de certains rapports pour pouvoir, d'une part, automatiser un petit peu leur traitement, pour qu'on n'ait pas cette démarche manuelle d'aller les rechercher. On a quelques sources qui nous intéressent en particulier et qui sont en adéquation avec notre contexte, et que derrière on puisse, par du KPI, valoriser ce travail. Se dire, voilà, cette semaine on a eu 1, 2, 3, 4 rapports. Les deux premiers, ça ne nous intéresse pas parce que ça ne fit pas du tout avec notre contexte. Et sur les deux autres, voilà, il y a globalement des informations intéressantes. On a vérifié, déjà les IoT si on avait, on a vérifié les TTP, tout est en phase. Chez nous, globalement, on peut faire face à la menace ou pas. Et si pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement faire face. Et le dernier point, justement, ça serait aussi d'essayer de voir comment on pourrait arriver à automatiser un petit peu plus l'utilisation de ces TTP, de ces rapports, alors via Caldera, j'ai mis Caldera, voilà, mais ou via un outil pour justement arriver à simuler de façon automatique les TTP de l'attaquant. Et surtout, parce que les simuler c'est une chose, mais avoir le retour vu de la détection. Est-ce que ça a détecté? Est-ce que ça a bloqué? Est-ce que c'est passé au travers? Et si c'est passé au travers, est-ce qu'on a à la limite la télémétrie pour pouvoir le détecter? Donc c'est un gros, vaste sujet. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qu'on fait manuellement et qui peut être un peu chronophage, même si ça a une vraie valeur ajoutée. Pour expliquer un peu l'organisation de notre équipe, on est une dizaine à l'équipe Sécu chez VP, ce qui est gros, hein, mine de rien, c'est vrai que c'est pas mal. On est 3 dans l'équipe bleue, ils sont 3 dans l'équipe rouge, et on a 2 personnes à la gouvernance, et on a Dimitar, le boss, celui qui fait tourner toute la boutique ici, qui est notre SRE DevSecOps. Globalement, le maintien de MISP, sur les compétences en fait DevSecOps SRE, comme Dimitar est seul, on essaye tous, en tout cas c'est aussi la volonté d'Antonin, de monter en compétence sur ces sujets-là pour pouvoir pallier sur les problèmes qu'on pourrait avoir au jour le jour où Dimitar n'est pas là, et puis parce qu'il faut bien aussi l'épauler. Donc globalement, sur le maintien de MISP, on va dire, puis MISP c'est un truc de barbu, donc c'est assez compliqué à maintenir. En gros, il tourne et on allume un siège tous les vendredis, quoi. Mais globalement, voilà, c'est pas hyper consommateur en temps, sauf quand on met la main dedans et qu'il casse tout, quoi. Parce que c'est vrai. Mais non, voilà, le MISP, ça prend vraiment pas de temps, ça, pour le coup. Maintenant, là, je parle en tant que team lead. Moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est sanctuariser vraiment, c'est la semaine sur le watching pour un ETP, la semaine sur la partie CTI pour vraiment avoir le temps de décortiquer un rapport, 2 rapports. Ça sert à rien de regarder des millions de toute façon. Il faut vraiment essayer de fitter sur la menace ou les menaces du moment qui correspondent à notre infra. Demain, il y a un mec qui sort un rapport sur comment pawn une Tesla. On s'en fout. Enfin, voilà. Quelqu'un va nous parler de comment pawn, je ne sais pas quelle infra qu'on n'a pas chez nous, ça ne nous intéresse pas. En revanche, des menaces qui vont parler globalement de fintech chez nous, qui vont taper du e-commerce ou globalement le ransomware via Active Directory, qui vont nous concerner au premier lieu, voilà, on peut regarder le rapport. Pour tout ce qui est ransomware, on a quand même pas mal poncé le truc et puis c'est quand même assez récurremment la même chose. Donc c'est pas la peine de passer non plus trop de temps dessus. Mais voilà, s'il y a quelque chose de novateur, c'est vraiment d'approfondir ce sujet-là et se dire, voilà, on sanctuarise une petite semaine sur un ETP. Et puis le troisième volet, voilà, c'est un ETP pour les sujets de fond, soit quand on travaille avec l'équipe, ça c'est vraiment le truc cool chez VP, c'est qu'on est vraiment main dans la main avec l'équipe rouge, et donc on a pas mal de sujets avec eux, on bosse ensemble, donc voilà, sur les sujets Purple, ou alors sur les sujets Build, on a des sujets de fond à travailler, parce que, comme on le disait, OpenCTI, ça prend du temps aussi pour pouvoir le poker, pour le mettre en place. En ce moment, voilà, on déploie le DR, donc on accompagne aussi les équipes IT chez nous, donc voilà, vraiment essayer de sanctuariser le temps comme ça. Alors ouais, ça c'est un vrai super sujet. Alors pour la donnée perso, alors, grosse digression, pour la donnée perso, en fait, en gros, ce genre de tâches là, on a la même chose qui tourne justement sur le front, etc., ou dans les logs qui sont générés par la prod, parce que voilà, il y a un gros data lake avec tous les logs de la prod, les Kubernetes, ça sera le sujet d'après, où les mecs balancent nos devs, balancent beaucoup de données, et donc nous on fait aussi tourner un peu ce genre de truc là pour détecter de la donnée. Pardon.
de la donnée RGPD ou éventuellement des secrets. Par rapport à l'auto-CTI, globalement, en fait, les scénarios, avant de les mettre en prod en automatique, on les calibre, on les prototype à la mano avec des scripts, etc. pour être vraiment sûr de, typiquement là, ce que je vais extraire, c'est une URL ou une IP. Et forcément, l'URL, je vais la cuter, je n'aurai pas les paramètres qui vont avec, donc le risque d'avoir un mail ou un nom sont faibles. Donc voilà, donc, globalement, c'est vraiment parce qu'on a vraiment calibrer la requête au plus près en amont qu'on sait ce qu'on va envoyer. Et en fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de se dire, en plus tu le vois là, on a vraiment fait un event pour tout ce qui est botnet IoT, on va avoir un event pour tout ce qui va être brute force, on va avoir un event pour tout ce qui va être du create stuffing, etc. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, dans cet event MISP là, je vais retrouver globalement que des URL pour ces trucs-là, ou dans les autres que des adresses IP. Donc le risque est quand même hyper faible, quoi. On a une query, une query Kibana globalement, une query DSL par scénario. Donc là, typiquement, si je reprends l'histoire des botnets, j'ai vraiment une query DSL spécifique pour ce sujet-là qui tourne en cron via une 8N et qui va derrière parser les URL, etc. et pousser ça dans MISP. Si je réfléchis derrière au scénario create stuffing sur la DFS, c'est pareil, c'est une règle spécifique et donc du coup, c'est une règle par scénario.